Essai philosophique. Titre du livre 3. Tous des mentors. Auteur Amar Belmostefawi. Image d'illustration Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute, visionnage et réflexion à vous. 4e de couverture. Qu'est-ce que la vie ? Je précise que cet écrit est un essai philosophique et qu'il ne prétend en aucun cas être la vérité, mais plutôt une piste de réflexion. Introduction. Définition d'un mentor. Guide, conseiller, sage et expérimenté, maître à penser. Nous sommes tous des mentors. Ne pas confondre avec un coach qui accompagne une personne ou une équipe dans l'accomplissement et la réussite de ses projets. Oui, il y a une subtilité. Ce livre ne prétend pas vous dire comment réussir sa vie, car cela serait trop prétentieux. Par contre, il est expliqué ce qu'est la vie. Pourquoi ? Parce que personne, ou presque, ne l'explique. Pourquoi ? Parce que la plupart ne se posent pas ce genre de questions en temps normal. Pourquoi ? Car beaucoup se disent coach, mais personne ne pense être ou dire qu'on est tous des mentors. Plusieurs éléments entrent en compte, liste non exhaustive. L'âge, la maturité, le vécu, les connaissances, les compétences. Donc on n'entre pas forcément en considération les diplômes, ni la catégorie socio-professionnelle, et encore moins l'aspect financier. Tout cela c'est du vent, ou du moins, ce n'est pas le plus important. Ce ne sont pas les plus diplômés qui vont marquer leur temps. Je pense à un exemple tel que Léonard de Vinci. Cet enfant illégitime est devenu connu dans le monde entier en observant et en analysant la nature. Cet artiste n'était pas spécialisé que dans le dessin. Il avait aussi disséqué des corps, ce qui lui a permis de mieux appréhender le corps humain et ceux des animaux. C'est également un sculpteur. De nos jours, ceux qui sont modèles de réussite sont des spécialistes dans leur domaine. Ils ne sont plus multidisciplines comme par le passé. Vous l'aurez compris, ce qui paraît être important est « qu'est-ce que la vie ?» plutôt que « comment réussir sa vie ?» Mais en se demandant ce qu'est la vie, on arrivera peut-être à réussir sa vie. Donc, la plupart des livres que vous avez lus sur comment devenir riche, comment réussir, ne font qu'effleurer la question existentielle. Qu'est-ce que la vie ? Ce n'est pas un coach qui vous aidera à trouver la réponse à cette énigme. Par contre, un mentor le fera peut-être. Naissance. Lorsque vous naissez, vous êtes le fruit de l'accomplissement de deux personnes. Il est dit qu'on hérite de 50% de nos parents, ADN, 25% de son vécu et 25% de sa formation scolaire, son éducation. On parle de transmission génétique. Est-ce que cela est vrai ? Est-ce plus ? Est-ce moins ? Peu importe. Car il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Le mois ainsi que l'année de naissance, la composition de la famille. Est-ce un enfant unique, benjamin, cadet, des frères, des sœurs, des parents présents, une famille monoparentale, recomposée, un enfant orphelin, un enfant adopté ? La liste serait trop longue. Ces spécificités rendent chaque enfant unique dans son environnement de naissance. Ensuite, il faut prendre en considération les soins apportés par le ou les parents. Que se passe-t-il si un enfant n'obtient pas d'amour de la part de sa mère ou même de son père ? Ou même des autres ? Enfin, la santé est primordiale. Un nourrisson qui connaît des problèmes de santé dès sa naissance, devient-il plus fort ou plus faible dans le futur ? Aussi, un autre événement est important, le stress. Avant même sa naissance, le bébé ressent le stress à l'intérieur du corps de sa mère. Toutes ces informations mixées font que nous sommes tous différents. J'en vois me dire que c'est totalement faux, que chaque humain est unique et que l'environnement ne joue pas sur notre devenir. Lorsque j'étais plus jeune, je regardais du balcon des personnes se déplacer. Rien qu'à la démarche de personnes que je voyais, je savais qu'elles étaient frères et sœurs. De qui avaient-elles hérité cette façon de se déplacer ? Elles avaient la même démarche qu'un des deux parents. Cela veut dire que dès que l'enfant trouve la vue, il va observer son environnement
et prendre comme modèle d'apprentissage les parents ou du moins ceux qui vont l'éduquer. Le bambin va observer, imiter les faits et gestes de son modèle parental. Il va aller à la découverte du monde grâce à ses 5 sens. Contrairement à d'autres espèces, l'enfant sort du ventre de sa maman au bout de 9 mois de gestation. C'est 22 mois pour un éléphant. Par contre, au bout de 9 mois, lorsque le bébé naît, il ne marche pas et n'est pas autonome. L'éléphant marche déjà. Le cerveau du nouveau-né est conséquent, ce qui fait que l'enfant doit sortir plus tôt du ventre maternel au risque de créer sa mort et celle de sa mère si le bassin de la maman est trop étroit. Dans certains cas, on pratique la césarienne, incision de l'abdomen et de l'utérus, pour sortir l'enfant. La mère de César aurait accouché de la sorte. De plus, l'enfant naît avec une certaine souplesse du crâne et du corps. Il est, je cite, élastique. Son corps n'est pas encore soumis au stress et à la rigidité des adultes. Il naît avec un petit ventre. Il possède une respiration ventrale abdominale. Malheureusement, avec le temps, en devenant adolescent et même adulte, il sollicitera plus la respiration thoracique, à moins qu'il refasse des exercices de respiration, faisant intervenir les muscles profonds, le transverse. Selon son cadre familial, de l'intérêt dû ou des parents pour son éducation, l'enfant va évoluer. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'un orphelin n'a pas de devenir. Être trop choyé, est-ce un bien ou un mal ? Dans certains pays et cultures, l'enfant est rapidement voué à lui-même. Le taux de mortalité était important avant les fabuleux progrès de la médecine au XXe siècle. L'enfant ainsi que la mère avaient une probabilité plus grande de mourir lors de l'accouchement. Ensuite, dès son plus jeune âge, l'enfant n'était pas encore sorti d'affaire, étant plus fragile et soumis à de nombreuses maladies. Il fallait au moins protéger le nourrisson du froid ou encore du chaud, selon le climat. Toutes ces situations constituent des épreuves pour l'enfant et la mère nourricière. Certains traits de caractère et l'environnement feront que l'enfant sera plus éveillé ou pas. Quand des enfants vont ramper puis marcher plutôt que d'autres, certains vont être plus propres que ces derniers. D'autres encore vont prononcer les premiers mots de manière précoce. Là encore, il y a tellement de raisons qui font qu'un enfant va être plus vif que d'autres bambins. L'attention portée par les parents, ou la nounou, joue en partie sur l'enfant. Les câlins, la communication jouent également un rôle. L'enfant, même dans le ventre de la mère, ressent le stress ou l'amour dans son environnement. Tous ces éléments et événements vont jouer sur son évolution. Inconsciemment puis consciemment, l'enfant va imiter son modèle maternel et paternel à travers la communication verbale et non verbale. Cette dernière joue un rôle sur son appréhension du monde. Si vous criez constamment sur un enfant, difficile pour lui de ne pas imiter ce genre de communication à terme. Ou du moins, la prise de conscience de l'enfant que ce n'est pas la meilleure façon d'échanger avec ses semblables risque de prendre un peu de temps ou de ne jamais arriver. À ce stade, le vécu des parents et leur expérience jouent sur l'éducation qu'ils apporteront à leur progéniture. Enfant prodige. Plus vous stimulez votre enfant et son cerveau tôt, plus votre enfant aura des capacités à appréhender le monde qui l'entoure. L'enfant est une véritable éponge. C'est pour cette raison qu'un enfant crie, il découvre sa voix, qu'il porte un jouet à sa bouche, qu'il va toucher tout objet se trouvant à portée de main. Il découvre le monde. Plus tard, l'enfant en viendra à poser des questions. Il veut comprendre. Certaines questions pourront même être existentielles. Les cris, les multitudes de questions, le fait d'aller à l'encontre des attentes des parents, n'est pas une réaction pour embêter les procréateurs, mais c'est plus pour apporter le maximum d'informations à leur cerveau qui va progresser. Prenons l'exemple d'un enfant prodige, William James Sidis. Cet homme n'est jamais allé à l'école. C'est sa mère qui s'est pleinement occupée de son éducation, car ses parents pensaient que le système scolaire n'était pas adapté et était considéré comme abrutissant. Cet enfant a obtenu une formation qui lui a permis de créer sa propre langue à l'âge de 9 ans, le Wendergoed. Il entre à 11 ans à Harvard. Un an après,
Il donne une conférence sur la quatrième dimension. Je m'arrêterai ici sur la jeunesse de cet homme qui fut considéré comme le plus intelligent du monde. Qu'est-ce qui fait que cette personne avait un QI estimé entre 250 et 300 et que les autres n'avaient pas sa capacité exceptionnelle? Et malgré tout, qu'est-ce qui fait que cet intellectuel a connu un sort tragique? Réponse possible: la norme. Cet homme ne répondait pas aux normes de la société, car il avait été formaté par ses parents contre lesquels il se détourna. Il s'est autodétruit et a choisi la solitude. Il est mort à 46 ans d'une hémorragie cérébrale. Est-ce que toutes ses capacités viennent de sa génétique et ou uniquement de son éducation? Vaut-il mieux appartenir à la norme afin d'éviter une fin tragique? Est-ce que trop de réflexion tue? Quoi qu'il en soit, nous vivons dans un système qui impose des normes au risque d'être rejetés. C'est le cas des enfants à haut potentiel qui, pour la plupart, ne sont jamais diagnostiqués comme tels ou découvrent leurs capacités bien plus tard. Cela arrive généralement par hasard ou suite à une profonde remise en question de la personne concernée. Mais comment doit faire l'enfant pour vivre avec ce qui pourrait être pour un normopensant un handicap? Est-ce que la douance est une bénédiction ou une malédiction? Autre situation, est-ce que le fait de naître gaucher, c'est-à-dire minoritaire par rapport au droitier, est un défaut, une anomalie génétique? Qu'est-ce qui différencie une personne qui naît gauchère d'un droitier? Apparemment, le gaucher solliciterait plus l'hémisphère droit et le droitier le cerveau gauche. Des études vous diront le contraire. D'autres observations montrent que le gaucher traiterait les informations plus rapidement entre les deux hémisphères, ce qui serait un avantage pour les jeux vidéo et le sport. Il serait aussi plus créatif. Aussi, le gaucher doit s'adapter à son environnement. Un exemple concret. L'utilisation d'une paire de ciseaux est prévue pour un droitier. Il existe des paires de ciseaux de gaucher. Si vous êtes droitier, essayez d'en utiliser. Vous serez complètement désarçonné. Imaginez maintenant la conduite d'un véhicule. L'expression être gauche, c'est être maladroit, en utilisant des objets conçus pour des droitiers. Est-ce que c'est un réel handicap? Des études indiquent que les gauchers vivent moins longtemps que la moyenne. Longtemps, on a pensé que c'était pour la raison suivante. Le gaucher sollicite la main et la jambe gauche, le côté où se situe le cœur. Des études plus récentes proposent une autre raison. Les accidents domestiques seraient plus fréquents pour ces non-droitiers. Faut-il lutter contre nature ou au contraire, se laisser porter par sa nature profonde? J'aborderai ce point un peu plus tard dans ce récit. Une chose est sûre, notre environnement jouerait au moins en partie sur notre façon d'appréhender le monde. La scolarité. L'école est-elle indispensable? Est-elle au goût du jour? Est-ce le meilleur moyen d'apprendre en restant assis en classe des heures durant avec un professeur qui, la plupart du temps, n'a jamais été en contact avec l'extérieur? Il n'a jamais réellement quitté les bancs de l'école. Faut-il privilégier la théorie ou la pratique? Est-ce qu'il faut mixer les deux? Apprenons-nous des choses qui nous serviront dans le futur? Avez-vous l'impression que l'école pousse à la réflexion ou plutôt au formatage? Le professeur parle et l'élève prend des notes. Que se passe-t-il si un enfant n'est pas d'accord avec le contenu d'un manuel scolaire? Ou pire, s'il contredit le professeur? Est-ce un rebelle? Pensez-vous que les grands de ce monde qui ont marqué leur temps sont les meilleurs élèves de leur classe? Pensez-vous réellement qu'ils ont suivi un cursus scolaire normal? Est-ce que les notes sont représentatives du futur de l'élève? Vous seriez surpris par la réponse. Vous aurez remarqué que j'ai posé pas mal de questions dans cette partie scolarité. C'est mieux que l'affirmation. Cette dernière phrase est une affirmation. La soi-disant vérité enseignée par le professeur empêcherait donc l'enfant de penser par lui-même. L'élève est assimilé à un exécutant plutôt qu'à un réformateur. Il y a quelques rares matières comme la philosophie qui permet de s'interroger sur le monde.
Alors comment cela se fait-il qu'il y a des exécutants et des donneurs d'ordre? Qu'est-ce qui différencie ces deux catégories? Ont-ils accès au même contenu scolaire? Faut-il payer ou faire partie d'une caste afin d'avoir accès à un autre type d'apprentissage? Est-ce que ce sont réellement les élites intellectuelles qui gouvernent ce pays ou le monde? Quid des fameux hauts potentiels? Est-ce que ce sont eux qui sont au pouvoir? Ceux qui ont le plus grand QI, quotient intellectuel? Ou, au contraire, pourquoi ces derniers sont plutôt rejetés du système? Sont-ils assimilés à des réformateurs potentiels? Pourquoi un fils d'ouvrier possède encore de grandes chances de devenir lui aussi ouvrier? Est-ce ancré dans les gènes ou plutôt dans notre système? Est-ce que le fait de réaliser de longues études et obtenir un baccalauréat plus 5 ou 8 donne une sécurité de l'emploi à ces futurs travailleurs? Auront-ils pour autant un salaire en adéquation avec leur niveau d'études ou leurs attentes? Pourquoi certains multiplient les diplômes? Est-ce pour s'imposer sur le marché du travail ou pour éviter d'entrer dans le monde actif, ou du moins pour ne pas être soumis au chômage? En sortant de l'école, les enfants font face à la dure réalité du marché du travail. Il faut apporter une plus-value, être rentable et même autonome pour certaines tâches. Il faut également travailler en équipe, avoir une bonne entente avec ses collègues et sa hiérarchie. On est loin des relations présentes dans les cours de récréation. Adolescence. C'est une situation intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. C'est à cette période que l'enfant cherche son identité. On parle de puberté, c'est-à-dire une croissance rapide, le développement des caractères primaires et secondaires, et des changements comportementaux. L'adolescent dort donc de manière accrue en cette période. C'est une période où il se découvre. Tout se développe, et même le cerveau, qui va évoluer jusqu'à l'âge de 21 ans. Il y aura un développement psychologique et comportemental. C'est à cette période que l'enfant tente de nouvelles expériences, certaines le mettant en danger, comme par exemple les drogues, ce qui peut avoir des conséquences graves sur le cerveau à terme. C'est aussi une période où le corps réclame beaucoup d'énergie, tant pour les garçons que pour les filles. Certaines de ces dernières se retrouvent en retard pubaire, anorexie, et d'autres se retrouvent avec un surplus de tissu adipeux, mais nécessaire pour la fabrication des hormones sexuelles. Encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'un adolescent tente des expériences dangereuses, alors que d'autres sont plus dans la retenue? Qu'est-ce qui est favorable à une meilleure croissance? Un niveau hormonal élevé? Qu'est-ce qui fait que certains adolescents sont plus influençables que d'autres à l'adolescence? Pourquoi d'autres sont marqués par un fort caractère? Ce qui est certain, c'est que l'adolescence est une étape indispensable avant le passage adulte. Il s'opère différents changements et même des changements osseux. Des événements sont présents pour nous rappeler l'approche inéluctable de l'âge adulte. En France, ça se traduit par le choix d'une spécialité pour le baccalauréat, de valider ce dernier, de passer le permis automobile. Ce sera aussi la période des premières déceptions amoureuses. Qu'est-ce qui fait que l'enfant devenu adolescent, en pleine évolution, prendra les bonnes décisions dans sa vie future? Qui ou quoi peut l'influencer dans ses choix? Ses parents? Un de ses professeurs? La conseillère d'orientation? Ses camarades de classe? Ses résultats scolaires? Ses fréquentations en dehors de l'école? Son environnement? Ou encore les médias? Comment savoir si ce sont de bons ou mauvais choix qui seront pris à terme? À partir de cette période, chaque décision prise aura des conséquences sur l'avenir du futur adulte. Comment prendre les bonnes décisions? Faut-il un mentor? Un mentor. Qu'est-ce qu'un mentor? C'est une personne qui va vous aider dans vos démarches de manière désintéressée. Contrairement à un coach, elle ne vous demandera pas de contrepartie financière. Pourquoi elle ferait cela? Parce que cette personne estime qu'elle a suffisamment de recul pour vous éviter de faire des erreurs de parcours.
Certains vous diront qu'il est important d'échouer pour réussir. Il faut se faire sa propre expérience de la vie. Même si vous le savez, je vous le dis, notre temps est limité. Oui, une journée ne fait que 24 heures, mais au-delà de cette considération, notre temps de vie est limité. Il n'existe pas d'immortel. Nous tendons tous vers le néant. Certains, avant de disparaître, ont décidé de partager, transmettre leur savoir. Pourquoi ? Sûrement une façon d'immortaliser, d'une certaine manière, leur passage sur Terre. Un mentor est donc dépourvu de tout intérêt et de jalousie. Comme on pourrait le dire, l'objectif du maître à penser est de se faire dépasser par l'élève. Qui est ce mentor ? Un ami, un membre de la famille, une personne qui a de l'empathie. Cela peut être vous. Vous avez 10 ans et vous apprenez à votre camarade à faire du vélo sans roulette, de manière totalement désintéressée, vous êtes un mentor. Est-ce qu'un père qui explique le fonctionnement d'un objet ou apprend à son enfant à chasser est un mentor ? Vous comprendrez donc le titre de ce livre. Tous des mentors. Est-ce que le mentor a un besoin de reconnaissance ou éprouve un certain plaisir à le faire ? Franchement, je n'en sais rien. J'opte au moins pour la deuxième option. Quelle est la condition pour qu'une personne soit réceptive à un mentor ? Il faut déjà en exprimer le besoin et ou l'envie. Si un ancien prend un jeune sous son aile, pour le former aux échecs par exemple, il faudra que le jeune soit réceptif et pas imbu de sa personne. N'est pas mentor qui veut et n'est pas soutenu tirer vers le haut tous les profils. Il faut que l'aidé croie en la capacité de l'aidant à le soustraire d'un problème, d'un événement. La confiance doit exister entre l'aidant et l'aidé. Je le redis, l'aidant doit être désintéressé. Le mentor est donc une sorte de sage qui transmet son savoir de manière à éclairer l'aidé. Cette sagesse acquise par l'aidant se traduit par une forme de gentillesse, mais peut être souvent assimilée à de la faiblesse. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt une force, une énergie maîtrisée. Le mentor, contrairement au coach, s'avère être discret mais efficace, sorte d'homme qui agit dans l'ombre. Que peut bien nous apprendre cet homme sage ? Que nous nous trompons souvent de route. L'âge adulte. Une autre période clé de la vie. Vient l'âge où certains entrent sur le marché du travail, ou pas, et d'autres envisagent de faire des études à l'université, une école de commerce, d'ingénieur ou autre. Pourquoi ? En échange de leurs connaissances, compétences et de leur temps, ces personnes espèrent négocier un salaire et, dans certains cas, s'épanouir à travers un métier. À quoi va leur servir ce salaire ? Il sera utilisé pour les besoins de base très connus. La santé, manger, avoir un toit, dormir, se vêtir. Les autres besoins. Passer son permis, payer son véhicule, son assurance, son loyer, l'eau, l'électricité, son crédit maison consommation, ses loisirs, ses impôts, etc. Concernant les salariés, généralement, ils travaillent 5 jours sur 7, 8 heures sur 24. Les gens vivent donc surtout les week-ends, le fameux ratio 5-2. Et ils consacrent un tiers de leur journée au travail en entreprise, les 2 tiers restants à dormir, s'occuper de leur progéniture, faire le ménage, prendre les transports. Bien sûr, le ratio change selon notre statut, cadre, auto-entrepreneur, chef d'entreprise. Ce même ratio augmente ou dans certains rares cas, il diminue. Le système est bien fait. Si vous n'avez pas de moyens financiers, vous êtes en situation précaire. Et lorsque vous exercez un métier, que vous consommez, vous entrez dans une spirale vous empêchant de quitter votre travail ou du moins de vivre sans argent. Si vous décidez de devenir libre, libre de ne plus travailler, de ne plus consommer, cela aura un prix, une contrepartie. Mais comment cela se fait-il que certains arrivent à vivre libres sans travailler ? Ou du moins, pourquoi certains travaillent peu et gagnent plus et mieux leur vie que le commun des mortels ? Et pourquoi certains vivent pour le travail ?
Pourquoi d'autres n'arrivent même pas à clôturer les fins de mois? Comment oublier notre condition d'adulte, de travailleur? Certains parleraient même d'esclaves. Sommes-nous esclaves de notre vie? Sommes-nous nés pour le travail et les loisirs? Qui pourrait apporter une réponse à toutes ces nombreuses questions? Un mentor? La vieillesse. Certains l'appellent la retraite, moment où nous faisons un bilan sur notre vie passée, sûrement plus que d'habitude. On fait également des bilans sur notre vie bien avant. Peut-on échanger notre temps de vie contre de l'argent, de l'éphémère? Est-ce cela le but de la vie? Donc, enfin arrive la retraite. Beaucoup vous diront qu'ils vont enfin profiter de leur vie. Mais la forme physique n'est plus la même. Est-ce trop tard pour voyager, réaliser un rêve, prendre des résolutions? Encore une fois, l'immortalité n'existe pas. Dès notre premier souffle, nous savons que nous mourrons. Durée de vie d'un homme, 78,9 ans. Durée de vie d'une femme, 85 ans. Chiffre de 2015 concernant la France. Ces dernières années, le marketing fait parfaitement son travail. À travers la publicité et surtout l'utilisation de la télévision ainsi que les réseaux sociaux, les personnes ressentent un sentiment d'éternité à travers des objets du quotidien. Un parfum, un vêtement, une voiture, une marque. Tout est expérience, sans fin. Malheureusement, tout a un point final. Nous ne sommes que de passage dans ce monde, sur cette terre. Aucun objet de consommation ne vous fera vivre 2 jours de plus. Quand la santé décline, un homme donnerait tout ce qu'il possède pour vivre 5 minutes de plus. Donc, est-ce que l'argent, la possession, est aussi importante que cela? Je pense que oui, mais il faut trouver le juste milieu. Les animaux. Parlons des autres espèces. Quand un bébé tigre naît, il va être soumis à la dure loi de la nature. Dans un premier temps, il sera protégé par ses congénères. L'apprentissage dans le milieu hostile dans lequel il évolue va se réaliser par le jeu et par l'imitation du modèle. On observe souvent des tigres jouer entre eux, se mordiller, se chamailler, sorte d'apprentissage au combat. Plus tard, ces tigres seront en capacité de se défendre et de chasser. Aussi, ils perpétueront l'espèce en s'accouplant et ils deviendront eux-mêmes les formateurs de leur propre progéniture. Vous devinez où je veux en venir? Je reprends. Il y a une période d'apprentissage chez l'enfant animal. Cette phase d'apprentissage va être comprise par l'animal, formé par ses pairs. Plus tard, ce même animal va transmettre son savoir. Tous ces agissements, ces comportements, feraient partie de sa nature profonde. Quid de l'humain? Qu'est-ce que la vie? Est-ce uniquement gagner sa vie? Est-ce qu'on peut résumer la vie en 3 mots? Apprendre, comprendre, transmettre? Quid de la consommation ou encore des besoins matériels? Soyons clairs, il nous est impossible de vivre sans. Mais sommes-nous obligés d'être dans l'excès de consommation pour vivre heureux? Est-ce que le but est de posséder un objet dernier cri? Sommes-nous dans l'abus? Pas tous, fort heureusement, mais oui. Beaucoup veulent le même téléphone dernière génération, la dernière voiture, le même sac marron. Est-ce synonyme de manque de personnalité? D'une plus grande facilité à être influencé? Avons-nous des pensées limitées? Je ne parle pas de croyances limitantes. Sommes-nous soumis à des biais cognitifs? Personnellement, je pense en effet que nombreux sont ceux qui oublient, ou n'ont pas conscience, qu'ils échangent du temps contre de l'argent, et quand une personne achète un sac à main, elle donne 1 mois de sa vie de travail, voire plus, pour un sac que tout le monde possède. Il ne faut pas être dans l'excès, et comme j'aime le dire, si on boit trop d'eau, on se noie. Ne pas confondre la faim, le plaisir et la gourmandise. Qui peut nous aider à trouver le juste milieu, la juste mesure? Un mentor? Sommes-nous obligés de foncer tête baissée à chaque achat
à chaque décision? Sur qui pouvons-nous compter dans des moments de doute? Qui peut nous sortir de nos pensées limitées, nos pensées formatées? Un mentor nous permet d'appréhender notre environnement, le comprendre et à notre tour transmettre. C'est un peu comme l'exemple des tigres cités ci-dessus. Donc, la vie ne se résume pas qu'au plaisir matériel, partir en vacances, c'est aussi transmettre la vie, transmettre un savoir aux autres générations. C'est une façon de marquer son temps et son passage sur Terre. Avons-nous les moyens techniques de laisser quelque chose aux autres générations futures? La procréation est-elle une transmission génétique? Si oui, que se passerait-il si plus personne ne voulait avoir des enfants? Est-ce que cela serait un bien ou un mal pour l'humanité? Que se passerait-il si la faune et la flore ne voulaient plus se reproduire? Aujourd'hui, c'est moi qui joue le mentor, avec l'objectif de vous remettre en question sur qu'est-ce que la vie? La vie est plaisir, mais avant tout, perpétuation, continuation de l'espèce. Tout est un éternel recommencement. Vous, moi, la nature, les animaux. C'est à ceux qui ont vécu, qui ont atteint une certaine sagesse de vous le dire, peu importe leur âge. Ce n'est pas que moi. Vous dire le contraire serait vous mentir. Cela voudrait signifier qu'il ne faut pas croire que la télévision. Cela implique qu'il faudrait tenter d'avoir une oreille attentive sur le message des anciens, de vos parents, de certains amis proches qui vous veulent du bien. Les loisirs sont importants pour s'épanouir, mais il n'y a qu'à observer la nature pour se rendre compte que la vie ne se résume pas à un jeu vidéo, une console, une télévision dernier cri, à des possessions superflues, échangées contre un salaire, et donc contre un temps de vie. Pendant que le marketing vous vend du rêve, vous vous éloignez peut-être de votre but premier. Ne pas perdre son temps, car, après la santé, le temps serait votre bien le plus précieux. Il serait préférable de profiter de votre temps de vie en gardant en tête que chaque seconde compte et utiliser votre temps à bon escient. Notre nature profonde. Quelle est la faiblesse de l'homme? Sur quoi joue le marketing, notre système, pour obtenir du temps de travail et de vie de chaque citoyen? L'ego? Le manque? Les frustrations? Le complexe d'infériorité? Peut-on dire que le système est menteur? Tous des mentors ou tous des menteurs? Si on suit la logique de cet essai, je parle tout d'abord d'apprentissage, ensuite de compréhension et enfin de transmission. Chez l'humain, l'apprentissage se fait en partie à travers l'éducation parentale et scolaire. Nous entrons d'entrée de jeu dans la norme. Ensuite, il devrait avoir la compréhension de notre environnement et du système. Déjà, à cette étape, le bât blesse. On nous a fait croire que l'épanouissement se fait par le travail, les loisirs et la possession. Pourtant, la faune et la flore, par exemple à travers les saisons, nous fait comprendre que tout est cyclique et possède une fin, que nous sommes dans un éternel recommencement. Je fais le pari que la majorité vont à l'école, ont une éducation, un travail, pour objectif principal de gagner leur vie. Certains assimilent cela à réussir sa vie. Avoir un bon métier, est-ce l'événement principal pour réussir sa vie? Mais est-ce le réel but de l'homme? Qu'est-ce que la vie? Que faut-il comprendre du système, du monde dans lequel nous vivons? Comprendre notre environnement nous permet de transmettre aux futures générations. Mais transmettre quoi? Transmettre uniquement nos gènes? Ou plutôt, communiquer de véritables informations? Quand nous procréons, nous transmettons nos gènes. Il faudrait donc également aussi transmettre notre savoir, et pour cela, atteindre une certaine sagesse. Peut-on dire dans ce cas que le monde dans lequel nous vivons est faux? Ce qui est certain, c'est que c'est notre cerveau qui interprète notre environnement. Il faut une certaine sagesse, du recul, pour comprendre notre milieu,
tant au niveau micro que macro. Est-ce pour cette raison que certains élèves rejettent l'école, les valeurs inculquées par notre système? Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est notre cerveau qui nous dit ce qu'est notre cerveau. Mais aussi, il nous indique ce qu'est le monde. Le cerveau serait donc formaté dès notre naissance de manière à comprendre le monde tel qu'on veut nous le présenter. Comprendre le monde tel qu'il est réellement, et pas comme il nous est présenté, pousserait donc plus à atteindre une certaine sagesse, en se demandant plutôt qu'est-ce que la vie, plutôt que se demander comment gagner sa vie. Donc, sommes-nous tous dans le déni? Sommes-nous tous des menteurs avec nous-mêmes et avec les autres? Si nous comprenons ce monde, cette matrice, que nous atteignons une certaine sagesse, pouvons-nous tous être des mentors? Pour être franc, je n'ai pas de réponse à vous donner sur qu'est-ce que la vie. Mais je vous pose tout de même cette question avant que vous vous la posiez trop tard. C'est la fin de ce livre 3 de ce premier essai philosophique. Vous l'aurez compris, le système et notre environnement dans lequel nous baignons auraient tendance à nous normer, nous formater. Nous échangeons ainsi du temps de vie contre de l'argent. Devrions-nous tous avoir un mentor? Ce dernier aurait une fonction totalement désintéressée de nous apprendre, nous faire comprendre notre environnement pour que nous puissions à notre tour transmettre. Est-ce que l'image véhiculée par le système est-il aussi transparent que l'approche d'un mentor? Qu'est-ce que la vie? Est-ce utiliser son temps de vie à bon escient contre de l'argent? Le prochain livre audio sera un récit traitant de la voyance. Son titre? Chemin de vie. En attendant, merci pour le partage de tous ces contenus. J'espère que mes écrits vous poussent à la réflexion. C'est leur but. À bientôt!